Ben, merci d'être là et je trouve ça spécial. J'ai l'impression d'être dans un film de Wes Anderson en ce moment. Il y a un décor vraiment cool. Puis en plus, ça se peut que vous entendiez des canards, je sais pas que vous entendiez, c'est vraiment le fun. Je suis vraiment content. Euh, oui, c'est ça, ils s'en viennent écouter eux autres aussi. Est-ce que vous êtes inscrits? Donc, merci d'être là. L'égalité, très vaste sujet. Quand Jacques m'a approché, j'ai dit, ben oui, l'égalité, effectivement, j'aime ça en parler, je trouve ça important. C'est un débat, je dirais, un des débats les plus importants dans la société. Et après, je me suis dit, ah, ben, coudonc, je suis peut-être un peu naïf et candide, parce que c'est un peu une boîte de Pandore aussi, venir parler d'égalité en si peu de temps. Euh, Avant de me lancer, je tiens juste à dire, j'ai eu un accident de vélo il y a 2 jours, fait que ça se peut des fois je fasse des grimaces parce que j'ai des douleurs. Je me suis comme pété des côtes et tout, fait que des fois, fait que si vous voulez faire des grimaces, c'est dû à ça. Donc, bref, c'est aussi une boîte de Pandore, l'égalité, parce que je sais qu'inévitablement, je vais tourner des coins ronds, je vais oublier des facettes, je vais oublier certains des combats, certains des, peut-être même des trucs de base sur l'égalité, tellement c'est vaste. J'aurais pu parler, par exemple, seulement du 1% contre le 99%. J'aurais pu faire une demi-heure là-dessus. J'aurais pu faire une demi-heure sur le féminisme seulement. J'aurais pu faire une demi-heure sur le racisme. J'aurais pu parler seulement d'écosystème d'un point de vue d'égalité sur les générations, hein, dans la façon qu'on exploite nos ressources naturelles ou dans la mauvaise manie de l'humain de se croire au-dessus de la nature. Il y a une question d'égalité là aussi, je crois qu'on oublie souvent. On est la nature, on n'est pas au-dessus d'elle. J'aurais pu parler de démocratie, j'aurais parlé de guerre. Bref, j'aurais pu prendre plein de sous-sujets puis quand même faire une demi-heure sur l'égalité ou la lutte aux inégalités. Donc, comment s'attaquer à ce sujet-là en sachant tout ça? Ben, je me suis dit, on va faire une espèce de portrait. On en est où un peu aujourd'hui, en juillet 2017 à Québec, au Canada, Amérique du Nord, etc., sur l'égalité ou sur la lutte aux inégalités. Puis un peu voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ou en théorie pour peut-être continuer ces combats-là pour qu'on puisse aller plus loin dans cette lutte aux inégalités. Donc, on va y aller avec un petit classique. Je tiens à vous dire, j'ai des notes dans les mains, parce que j'étais un gars de radio, puis j'étais habitué à avoir plein de feuilles devant moi pour parler. Donc, je ne pouvais pas ne pas avoir de notes devant moi. Je suis pas habitué de parler 20 minutes comme ça, sans notes. Donc, un grand classique de conférence, une définition. Donc, on va avec définition d'égalité. Là, je tiens à dire, j'étais paresseux, j'étais sur mon ordi, fait que je suis juste ouvert antidote. Donc, définition de antidote de égalité. Caractère de ce qui vaut la même valeur. Là, on dit mathématique, mais philosophiquement, ça se défend aussi. Rapport établi entre des citoyens, des personnes dont les droits sont égaux et qui ont les mêmes obligations. C'est bon, égalité, je pense que ça marche. J'ai aussi été voir la définition de équité, parce que des fois, on se demande, ah, mais c'est égalitaire, mais pas équitable, ou vice-versa. Donc, j'ai eu envie de creuser un peu plus. Définition d'équité, toujours dans Antidote, je suis encore paresseux. Donc, impartialité, justice naturelle. Personnellement, je trouve ça douteux, justice naturelle. Un, ça veut dire quoi? Et deux, ben, il me semble que c'est fait des atrocités, des génocides au nom d'une justice naturelle. Je trouve ça un peu douteux que ça soit là. Je vais envoyer un petit mot antidote là-dessus. Donc, je me suis dit, OK, on a les synonymes, c'est pas suffisant. Des fois, regardez, je trouve la famille des synonymes aide aussi à mieux comprendre les termes. Donc, je suis allé chercher également les synonymes, toujours dans Antidote. Je commence avec ceux de équité. On retrouve donc comme synonyme à équité égalité. Tiens donc, pas très surprenant, mais aussi neutralité et objectivité. Moi, c'est deux éléments avec lesquels je dois travailler quotidiennement comme journaliste. Je n'ai pas le choix, ça fait partie intégrante de mon code de travail. Et je reviendrai d'ailleurs un peu plus tard là, sur cette fameuse idée de neutralité. Synonyme de égalité, harmonie, parité, déjà c'est intéressant, unité, balance, cohérence. Je trouve ça beau, cohérence. C'est un mot qu'on oublie trop souvent dans nos façons de faire, dans nos gestes. Donc, si on regarde un peu ces définitions, qu'est-ce qu'on colle à ces mots-là? On pourrait dire qu'aujourd'hui, dans notre société, qui est une société de droit, hein, on va dire, on est dans une société où tout est basé sur des constitutions, sur un système légal, avec plein de codes, de lois qu'on change continuellement. Mais bref, on est une société de droit. Et on pourrait dire quand même, grosso modo, qu'aujourd'hui au Québec, dans le milieu occidental, on peut dire que la loi est quand même impartiale, dans la mesure où la loi va traiter de la même façon, la loi va être appliquée de la même façon, qu'importe le sexe en théorie, qu'importe le genre, qu'importe la religion, qu'importe l'âge, qu'importe le poids, qu'importe les goûts vestimentaires, qu'importe si vous souhaitez ou non le retour des Nordiques. En gros, la loi va quand même s'appliquer de la même façon à tout le monde.
Euh, et là-dessus, c'est un peu justement, on en est où aujourd'hui sur l'égalité? Bien, il y a eu des grands mouvements pour les droits civiques dans les années 50, 60, 70. Bon, on pense à tous ces combats qu'ont fait des féministes. On pense à des combats qui ont lieu pour les communautés homosexuelles, bon, LGBT. On peut penser aussi à tout ce mouvement des droits civiques pour les Noirs. Bref, il y a eu quand même des grands combats dans les années 50, 60, 70. Ce qui fait qu'on peut dire que, de manière générale, la loi est quand même maintenant assez impartiale, assez équitable pour pas mal tout le monde dans la société. En gros, il y a encore des problèmes, il y a encore des trucs à corriger, il y a encore même des gros trucs à corriger, mais quand même, on peut dire le gros du travail pour que la loi soit impartiale, équitable, a été fait. Ça va, malgré ce qui reste à faire. Par contre, ben, les lois sont écrites par des humains. Donc, voilà, il y a des biais qui sont volontaires et des biais involontaires. Et surtout, l'impartialité ne paie pas foi de tout. L'impartialité crée des zones grises, crée des angles morts, et c'est un peu là qu'on en est aujourd'hui, en fait. On est en train de découvrir ces angles morts-là, on est en train de découvrir ces vices cachés, qu'on peut dire, de cette impartialité, et dans notre malheureuse tendance de droit de société, de société de droit, où on confond que droit et morale sont les mêmes affaires, hein? Mais bon, ça crée des biais, ça crée des problèmes. Et pour un peu illustrer ces problèmes-là, je vais parler du fameux rêve américain. Hein, ce rêve qui fait en sorte que tout le monde peut devenir quelqu'un. Là, je le mets entre guillemets, c'est quoi devenir quelqu'un, mais bon. Le rêve américain, tu pars de la rue, tu peux devenir riche, tu peux finir président des États-Unis, tu peux faire ce que tu veux dans la vie, tu peux te bâtir. C'est bon, le rêve américain. Et en fait, c'est sur cette idée justement que vu que la loi est égale pour tout le monde, bien, tout le monde a les mêmes chances partout. Mais ça ne marche pas si bien que ça. En fait, le rêve américain, c'est un peu comme une compétition. Hein? C'est qui va avoir le meilleur CV, qui va avoir la meilleure poignée de main, le plus beau look, qui va réussir en fait à aller chercher la meilleure place pour ensuite avoir le meilleur salaire, etc. Donc, c'est un peu une compétition, ce rêve américain-là. Et donc, on peut un peu illustrer les problèmes, très grossièrement, mais les problèmes que crée un système qui pense que l'impartialité, c'est suffisant. Imaginons une course. Dans le couloir numéro 1, on a un homme blanc, classique, un Nord-Américain moyen de 25 ans, en bonne santé, pas de problème de santé particulière, il vient de la classe moyenne, une bonne alimentation, une belle dentition, il a reçu un chandail de hipster, le classique américain de 25 ans. Couloir numéro 2, on a une personne en chaise roulante. Couloir numéro 3, quelqu'un qui a une maladie mentale, je sais pas, il fait une dépression, de l'anxiété chronique. Bon, couloir numéro 4, on a quelqu'un qui a peut-être un petit défaut qui se voit pas, il boite ou il est asthmatique. Bon, voyez un peu. On donne un signal, la course part, sur qui vous allez gager? Bien, vous risquez de gager quand même sur le jeune homme blanc moyenne de 25 ans du couloir numéro 1, parce que ben, c'est lui qui risque d'être le plus rapide. Malgré. Là, je suis sûr, dans votre tête, vous dites, ouais, mais c'est pas juste. Effectivement, c'est pas vraiment juste. Hein, tu mets quelqu'un qui est en bonne santé, bon, peut-être moi, quelqu'un en chaise roulante va me battre, mais quelqu'un de moyenne, qui a une santé habituelle, il va habituellement gagner cette course-là, même si c'est le même terrain, même s'ils avaient tous les mêmes règlements, même si tout le monde, en fait, était équitable, tout le monde partait sur les mêmes prémices, ben la personne du couloir numéro 1 était privilégiée. Et voilà, c'est pour ça qu'on arrive à cette idée des privilèges, en fait. C'est pour ça que depuis quelques années, on en arrive à toute cette notion qu'il y a des gens qui sont privilégiés dans la vie, qu'il y a des problèmes systémiques, parce que être impartial, avoir les mêmes règlements appliqués à tout le monde de la même façon, ça ne marche juste pas, parce que les contextes marchent. Bonne course. Je pourrais parler vraiment très longtemps de juste cette notion des privilèges. Je vais aller très grosso modo, mais par exemple, un jeune adolescent blanc en ce moment, lui, il y a des modèles de réussite, il y a des modèles pour s'inspirer, il y a des modèles de gens qui ont réussi, il y a des modèles de gens qui dominent, qui sont des leaders dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine où il n'y a pas des Blancs, des hommes blancs qui sont là. On peut aller en couture, on peut aller dans le milieu sportif, politique, monde des affaires. Il y a toujours des hommes blancs partout qui ont réussi dans tous les domaines. Donc, le petit jeune adolescent, lui, il voit des modèles qui sont inspirants pour lui. On prend une jeune adolescente, elle, ben, ça devance déjà être plus difficile. Il n'y a pas des femmes partout, il y a des domaines où elles sont carrément absentes. Et même lorsqu'une femme réussit à s'imposer ou à réussir, ben, on va dire, ouais, mais elle est ambitieuse, hein? On va commencer à critiquer son linge qui n'a pas rapport. On va commencer à dire ouais, c'est une démoniaque, elle a un plan caché. Bon, tu sais, on sort plein de raisons pour le fait que ouais, cette femme-là réussit, mais
On pourrait dire la même chose avec un jeune noir. Il va subir du racisme et lui aussi, il ne verra pas des modèles partout. On pourrait... J'ai un téléphone, tais-toi. On pourrait aussi parler, pardon, les jeunes immigrants. Prenons un jeune immigrant indien. Lui, peut-être tout ce qu'il a vu dans sa vie comme modèle à la télévision, au cinéma, c'est Apu des Simpsons. C'est un peu dur après de te dire ah oui, moi je peux réussir dans cette société-là. Prenons les personnes vivant avec un handicap. Tu vas juste te promener sur les trottoirs à Québec. Il y a des trottoirs que les craques sont tellement grosses que c'est sûr que la chaise roulante pogne dedans. Il bouge plus. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit que tu fais partie entièrement de la société? Non. En plus, tu te promènes, tu as envie d'aller dans une place. Ah, il n'y a pas d'accès. C'est un peu dur de te sentir complètement comme faisant partie à part entière de la société dans ce temps-là. Quelqu'un qui vit une situation de pauvreté, cette personne-là en arrache, met toute son énergie à simplement pouvoir manger à tous les jours, payer son loyer. Donc non, elle ne va pas à son rendez-vous annuel chez le médecin. Non, cette personne-là n'ira peut-être pas chez le dentiste à chaque année. Non, cette personne-là n'aura peut-être même pas les moyens de se payer les médicaments qu'elle devrait avoir pour pouvoir être en santé. Et là, évidemment, plus les années passent, bien, moins il est en bonne santé par rapport à quelqu'un qui, lui, a les moyens de faire tout ça et de pas simplement stresser à toutes les nuits. Ah, merde, qu'est-ce que je vais faire demain pour manger? Donc, tout ça, et là, écoute, je pourrais en parler vraiment longtemps de plein de privilèges. Là, je suis encore en surface, je trouve, mais c'est juste pour donner une idée. Et comme nous sommes dans une société de compétition, comme je disais tout à l'heure, bien évidemment, les gens qui sont privilégiés, qui, en fait, ont tout pour eux en partant, que toutes les portes sont ouvertes, bien, c'est sûr qu'ils ont plus de chances de remporter la compétition. Donc, le fait d'avoir des lois qui sont impartiales, ce n'est pas suffisant dans une société de compétition comme on est. On pourrait dire, ouais, mais abolissons cette compétition, moi, ça ne se fera pas tout de suite. Donc, les lois sont insuffisantes et Barack Obama a présenté en 2012 un rapport à la Chambre. C'est un rapport économique. Et dans ce rapport-là, il y avait un graphique qui s'appelle la courbe de Gatsby, qui est un clin d'œil au fameux personnage. Et dans cette courbe-là, en fait, c'est un graphique qui montre que les États-Unis est le pays où les classes sociales sont presque les plus béton au monde. C'est-à-dire, tu ne changes pas de classe sociale dans ta vie. Ce qui fait qu'ironiquement, le rêve américain, la place où il est le moins possible de le faire, c'est aux États-Unis. En gros, tu nais pauvre, tu risques de mourir pauvre. Tu nais dans la classe moyenne, tu risques de mourir dans la classe moyenne, etc., etc. Et cette courbe de Gatsby donc, en dit quand même long sur le simple fait que l'égalité serait suffisante devant la loi. Ce qui m'amène un peu à arriver à cette importance du collectif. Je ne sais pas qui fait du vélo ici, bon, vous êtes quand même plusieurs, c'est bon. C'est le fun d'avoir le vent d'en face? Non. Il y a un auteur qui a sorti cette idée il n'y a pas longtemps, de prendre conscience que dans la société, c'est un peu comme on fait du vélo. Des fois, on a le vent d'en face, des fois, on a le vent dans le dos. La plupart du temps, quand on a le vent dans le dos, on ne s'en rend pas compte. On fait juste se dire, hey, je tombe bien en forme un matin, ça va vite. Mais non, c'est parce que tu as le vent dans le dos, puis c'est correct, profite-en, là, pédale, et toi du fun. Mais des fois, on a le vent d'en face, puis on se dit, ouais, c'est moi qui est fatigué, mais non, on va dire, maudit, vent d'en face. Mais c'est un peu ça aussi dans la société, c'est que des fois, à cause de ton contexte familial, à cause de ton contexte social, l'endroit où tu es né, le milieu, le quartier où tu grandis, ça a donné que tu n'étais jamais au bon moment. Ben, ça fait qu'il y en a qu'il y a des gens, fait, qui ont le vent d'en face tout le temps, puis il y a des gens qui ont le vent dans le dos tout le temps. Je dirais la majorité du monde, c'est une alternance, mais il y a des gens qui ont toujours le vent dans le dos, puis il y a du monde qui ont toujours le vent d'en face. Ce qui fait que ce n'est pas vrai, le self-made man. J'embarque, c'est une partie que j'aime bien. J'aime bien détruire ce mythe du self-made man. Comme Donald Trump a dit, hein, il est parti de rien, il y a juste 1 million. Par exemple, pour amener cette idée que nous sommes tous le produit d'un produit collectif et qu'il n'y a personne qui se bâtit tout seul, je vais me prendre moi comme exemple. Je suis devant vous, je peux me le permettre. Si j'étais né il y a 200, 300 ou 400 ans, je serais mort à 8 ans. Je ne serais pas là devant vous. Je suis un asthmatique chronique sévère. Moi, l'hiver, je fais juste sortir d'un édifice, puis j'ai le souffle coupé. Donc, puis je passais à 3-4 fois proche de la mort parce que je faisais une crise d'asthme. Mon médicament que j'ai toujours sur moi, mais il y a eu 3-4 fois où mon médicament était terminé, n'a pas fonctionné, puis je me suis ramassé à l'urgence, puis j'imagine que si j'étais présenté là peut-être 2 heures après, je serais mort. C'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie. Je souffre aussi d'une maladie rare oculaire. 99% d'entre vous avez souvent des yeux normaux, c'est-à-dire que votre cornée fait la courbe normale. Elle est ronde, moi, elle n'est pas ronde, moi, elle est bosselée. Donc, je dois porter des verres correcteurs qui redonnent une forme ronde à mes yeux, sinon, je vois flou. Moi, si je regarde le soleil, là, par exemple, sans mes verres de contact, qui sont faits sur mesure et rigides et inconfortables, mais si je regarde le soleil, moi, je vais le voir 5 fois. Je ne le vois pas juste une fois, tout rentre plein de fois dans mes yeux. Donc,
concrètement, il y a 200, 300, 400 ans, si j'avais pas pu profiter de la médecine qu'on a aujourd'hui, ben j'aurais pas été autonome. On m'aurait abandonné dans une forêt parce que j'aurais nuit à ma famille, puis je serais mort. Euh, Par contre, grâce à toute cette richesse collective qu'on a, depuis Aristote, à toute la recherche qu'on fait, non seulement sur la médecine, mais aussi en sciences, sur la technique, ben, grâce à cette richesse collective-là, aujourd'hui, je peux être autonome, je peux être utile à la société. J'ai 35 ans, je suis encore devant vous. Donc, merci à cette richesse collective. Et on en profite tous de cette richesse collective. Il y a il y a un livre qui a été écrit par deux professeurs de philosophie, Patrick Turmel et David Robichaud. Ça s'appelle La juste part. Et dans ce livre-là, bel essai, publié chez les éditions de Nouveaux Projets, je vous invite à le lire. On détruit pas mal justement ce mythe du self-made man. On parle on parle beaucoup de l'importance que la richesse est toujours collective. Et pour donner un exemple, il cite une étude qui est sortie il y a quelques années où on remarquait quand on regarde là, les gens riches, les familles riches, milliardaires du 20e et du 19e siècle, on se rend compte qu'il y a vraiment une proportion d'hommes du même âge, du même profil socio-économique, qui ont fait fortune dans le même domaine. Il y a comme une proportion complètement disproportionnée par rapport à ce qu'on est habituellement dans la société. Et ce n'est pas pour rien. Parce que lorsque la bulle énergétique est née, ben, ça a donné qu'il y avait les gens qui avaient le bon âge à ce moment-là pour prendre le risque avec les connaissances, pour se lancer dans cette industrie-là, ben, ils étaient là au bon moment. Pendant que la bulle informatique est née, Steve Jobs, Bill Gates et compagnie, s'ils avaient eu 20 ans plus vieux à ce moment-là ou s'ils avaient eu 10 ans plus jeunes, ils n'auraient pas sauté dans cette bulle informatique. Ils n'auraient pas pris ce risque-là. Ça n'enlève rien, évidemment, à leur talent, à leur sens de la créativité, à leur sens des affaires, à leur intelligence. Mais tout leur talent, s'ils n'avaient pas eu le bon âge au bon moment sur la planète Terre lorsque la bulle informatique est née, ils n'auraient pas pu faire fortune. Bill Gates n'aurait pas mis sur pied Microsoft sur une île déserte. Donc, c'est toute cette idée de la richesse collective. Nous sommes toujours en train de profiter de tout ce qui a été fait avant nous, d'une génération, de profiter de tout ce qui se fait autour de nous. Nous sommes toujours le produit d'un collectif, d'un contexte social. On ne peut pas se bâtir tout seul. D'autant plus, là, je fais une parenthèse, mais l'économie, par définition, en fait, c'est la science des relations entre nous. C'est quand on fait des échanges entre nous, l'économie. Donc, tu ne peux pas faire d'économie tout seul. Hein? En tout cas, je vous souhaite bonne chance de lui faire du truck tout seul. Vous avez peut-être plusieurs personnalités dans votre tête, ça peut aider, mais vous ne créerez pas de richesse. La richesse est toujours collective et non solitaire, ça n'existe juste pas. Donc, le self-made man, c'est un mythe, c'est de la bullshit, je vais le dire comme ça. Mais pourquoi certaines personnes se considèrent quand même, non, moi je me suis bâti tout seul? Ben, souvent, c'est dû à trois problèmes, et c'est les trois mêmes problèmes, je trouve, qu'on retrouve lorsqu'on fait face justement à des problèmes d'inégalité. C'est parce que malheureusement, il y a soit trop de prétention chez la personne, hein, elle aime se dire que c'est la meilleure au monde, soit c'est de l'ignorance. Donc, c'est pas une espèce d'innocence, de l'ignorance, on s'en rend pas compte, on ne sait pas, ou c'est de la mauvaise foi. Il y en a qui le savent, puis ils vont jurer que non, mais ils le savent pareil, puis ils en profitent, puis sont bien contents. Alors, comment combattre tout ça? Ça, c'est la grande question. Jacques m'avait d'ailleurs posé la question, comment faire pour lutter contre ces inégalités-là? Je dirais il y aurait trois aspects très grands. Et là, malheureusement, je n'ai pas une solution miracle. Je ne vous dirais pas, OK, on fait la révolution en sortant d'ici, la marina Saint-Roch. Et non. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Et surtout, avant de dévoiler, comme si c'était un gros punch. Avant de partager mes idées là-dessus, je tiens à dire, des fois, on a l'impression que les choses avancent pas vite. T'sais, on se dit, on lutte, surtout les gens qui sont dedans, qui luttent quotidiennement, qui font partie d'organismes ou qui sont carrément des militants. Des fois, on a l'impression que ça avance pas vite. On vote, puis voyons, pourquoi mon idée pour laquelle je vote n'est pas encore en chambre et elle n'a pas été votée comme loi. Des fois, on a l'impression que ça avance pas vite, mais ça avance quand même. Tout à l'heure, je parlais des droits civiques. Je suis sûr que je parle à n'importe quel militant qui était féministe, noir, etc., dans les années 50, 60, 70, je suis sûr qu'ils diraient « Ah, c'était long, on s'est battu vraiment longtemps. » Puis effectivement, ils ont dû rusher, on sait, ils ont rushé, ça n'a pas été facile.
Mais on regarde aujourd'hui avec le recul, cette espèce de 40, 30 ans de combat civique, ben aujourd'hui, c'est pas si long que ça, en fait. T'sais. Quand on est dedans, ça a l'air long, mais quand on prend le temps de prendre un petit recul, ça avance quand même les choses. Il y a des trucs qui se passent aujourd'hui qui sont dénoncés, qui il y a 5 ans n'auraient jamais été dénoncés. Jamais des gens seraient descendus dans la rue pour le dénoncer. Donc, des fois, on a l'impression que ça avance pas vite, mais quand on prend le temps, notre propre vie dans l'histoire de l'humanité est courte. Imaginez une période dans notre propre vie. Donc, des fois, ça avance, ça a l'air d'avancer lentement, là, mais ça avance quand même. Bref, comment combattre ces foutues inégalités? Il y a l'importance, évidemment, de dénoncer. Personnellement, je préfère dire remettre en question. Ben, je trouve dans dénoncer, malheureusement, on peut facilement tomber dans une forme de colère ou, bon, je suis un pacifiste. Je préfère remettre en question, poser des questions, en fait, oser remettre en question, même les théories. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Homer Simpson qui dit j'écoute beaucoup les Simpsons. Non, mais Homer, des fois, il te lâche des trucs vraiment philosophiques profonds. À un moment donné, Homer Simpson lâche en théorie, le communisme marche. Marge, en théorie, le communisme marche. Et moi, je l'ai toujours vu plus comme une boutade à notre propension à ne pas remettre en question les théories, plus qu'une boutade envers le communisme en tant que tel. Dans cette idée, vous savez, des fois, on monte des plans, on se crée des théories, on va lire des grands philosophes, puis là, on va dire « Ah ouais, hey, c'est vrai ça, pourquoi on ne l'applique pas? » Parce que dans la pratique, ben souvent, ça ne marche pas. Entre la théorie et la pratique, c'est toujours deux mondes, parce que la vie est un chaos perpétuel. Je veux dire, on contrôle juste soi, même si je voudrais que toi, tu fasses quelque chose, c'est toi qui décides de le faire ou pas. T'sais. Fait que j'aurais beau me dire qu'en théorie, on applique quelque chose, malheureusement, la vie est chaotique. Fait qu'il y a toujours des différences entre la théorie et la pratique. Puis malheureusement, je trouve des fois, on s'accroche vraiment beaucoup trop à la théorie en disant « Ouais, mais tu sais, en théorie, c'est supposé marcher de même. » Ben non. Fait qu'est-ce qu'on fait pour le corriger? Puis je trouve, au lieu de travailler à remettre en question soit la théorie, à remettre en question la façon qu'on applique cette théorie-là ou qu'on les met en place, ben on s'accroche à juste patcher parce qu'on veut tellement que notre théorie marche. Donc c'est vraiment important de remettre en question les trucs autour de nous, puis se demander est-ce que ça marche ou pas. Non, OK, bon, on recommence, on réessaie, on réécrit, on réfléchit à nouveau. Et là, je reviens un peu sur la neutralité journalistique. Je fais une petite parenthèse parce que c'est ma job depuis 15 ans, j'en fais partie, et je combats beaucoup cette idée de la neutralité journalistique. Parce que malheureusement, là aussi, des fois, on s'accroche beaucoup trop à cette théorie de la neutralité. Malheureusement, mes amis, collègues, puis je le fais moi aussi, j'imagine, de temps en temps, on s'accroche à cette idée de la neutralité, ce qui fait qu'on va traiter de la même manière la fameuse face A, face B d'un sujet, puis on va traiter de la même manière des gens qui sont contre une idée, alors que, ben non, ils ne sont pas pertinents. Mais au nom de la neutralité, on va leur donner autant de place qu'aux autres. Un exemple très facile, c'est les changements climatiques. Pendant longtemps, on a donné autant la parole à des pseudo-scientifiques qui disaient que non, ça n'existait pas, le réchauffement climatique, au nom de la neutralité journalistique, alors que Boswell il était quand même juste, 2% sur toute la totalité des scientifiques au monde, pourquoi on leur donne autant de paroles qu'aux autres. Il y a un petit problème ici de neutralité journalistique. Puis je prends des fois aussi un exemple très grand, mais si on était en pleine guerre de sécession, à l'époque de l'esclavagisme, sérieux, est-ce que j'aurais accepté que mon patron donne autant de place aux gens qui sont esclavagistes qu'aux gens qui luttent contre ça? Je veux dire, à un moment donné, il faut prendre position, pas tant de prendre position, mais accepter de remettre en question si le journalisme ou les médias ne font que répéter ce que des autres et l'autre disent. Bon, on devient des perroquets, puis on perd notre notion de réflexion, de remettre en question. Et ça, ben, je trouve que les médias l'échappent, c'est un site là-dessus, sur cette importance de remettre en question. Autre volet important, l'éducation, évidemment. Les vraies révolutions, ça ne passe pas par les armes. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de révolutions qui ont réellement marché. C'est souvent simplement une transition de pouvoir, en fait, les révolutions. Désolé, Che Guevara. Mais les vraies révolutions passent par l'éducation. Les grandes révolutions sont arrivées quand l'écriture est arrivée, quand l'imprimerie industrielle est arrivée. Aujourd'hui, avec Internet, on vit une énorme révolution. En fait, les révolutions se font lorsque l'éducation atteint les masses. À partir du moment qu'un outil technologique permet de propager, de mettre en place une éducation populaire qui est encore plus grande, qu'on donne un plus grand accès au savoir, c'est là que se font les vraies révolutions. Et aujourd'hui, on est en train d'en vivre une. Là, en ce moment, on se demande où ça va, mais je suis sûr que dans 25 ans, dans 30 ans, on va reconnaître « Hey, j'ai vécu ça, moi, cette révolution-là. Donc, c'est à nous de faire qu'est-ce qu'on veut avec. » Donc, l'éducation, clé, essentielle et primordiale. Et je termine avec un autre aspect qui, moi, me tient énormément à cœur, l'humilité. L'humilité force à être honnête,
à être honnête envers soi, à être honnête envers ce qui se passe, à être honnête envers les gens qui nous entourent. L'humilité force à apprécier ce qu'on a, donc appréciez-le quand vous avez le vent dans le dos. Pédalez à fond, là, mais dites-vous yes, merci, vent dans le dos. C'est aussi d'accepter lorsqu'on a le vent d'en face. C'est d'accepter quand on voit quelqu'un à côté de nous qui peut-être réussit plus, a vent dans le dos alors que nous, on a le vent d'en face. C'est de l'accepter. C'est comme, ben, coudonc, c'est comme ça. L'humilité tue l'orgueil, tue la jalousie, tue l'envie. L'humilité aussi nous empêche de vouloir garder comme un trésor des trucs qu'on a et qu'on ne veut pas partager alors que comment tout le monde mérite d'avoir un bon salaire. Pourquoi toi tu tiens à avoir ton bon salaire et tu veux pas que lui en ait un bon? C'est complètement stupide. L'humilité force ou du moins encourage l'empathie. L'humilité permet d'être capable de se mettre à la place des autres, d'être capable de comprendre. OK, moi j'ai telle situation, toi c'est ça que tu vis, c'est ça. Puis d'être prêt à l'écouter, pas juste, mais non, là ce que tu me dis ça n'a pas rapport, tu te trompes. Voilà, donc l'humilité, ça sert à donner une ouverture à tout ce qui nous entoure. L'humilité aussi, c'est justement de se rendre compte qu'on est tous le produit collectif. Comme je disais tout à l'heure, moi-même, mes chroniques, quand je les écris, elles n'auraient pas la portée si j'avais pas une équipe de moi qui faisait la correction. Ce qui fait que j'ai l'air d'avoir un super français. Si j'avais pas du monde qui le publiait, qui faisait la distribution des magazines, je n'aurais pas la portée. J'écrirais tout seul chez moi ou sur un blog anonyme. Si j'avais pas une équipe de moi autour de moi à la radio, je ferais pas une aussi bonne émission de radio. Je ferais juste parler dans le vide puis je ressemblerais à certaines radios de Québec. Donc, il faut reconnaître. En tout cas, moi, je passe mon temps à toujours dire merci à mes équipes qui sont autour de moi parce que sans ces équipes-là, je ferais rien. Je ferais juste ça dans le bar. Et c'est important, l'humilité. Pour ça, on ne fait jamais rien tout seul. On est toujours un produit collectif. Et surtout, et le truc très important dans cette idée d'humilité, c'est l'humilité de reconnaître que même si on est une bonne personne, même si on a les meilleures intentions du monde, même si on veut toujours faire plaisir, même si on veut toujours prendre soin des autres, même si on a un cœur plus gros que le thorax, quelqu'un m'a déjà dit ça, je trouve ça très drôle. Même si vous avez les meilleures intentions du monde, malheureusement, on va peut-être parfois, dans certaines situations, certaines circonstances, encourager des inégalités. On va faire partie prenante de cette société qui, justement, a des biais, qui a des problèmes de racisme systémique, qui a des problèmes de sexisme systémique, qui a des problèmes d'intégration de plusieurs communautés culturelles, religieuses, des communautés LGBTQ, etc., des communautés, des personnes qui vivent avec des handicaps, des personnes qui vivent avec certaines maladies. Ce qui fait que même si on est les meilleures personnes au monde, il faut avoir l'humilité de reconnaître que, ben oui, j'ai des très bonnes intentions, puis malgré tout, j'ai encouragé une inégalité. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, je vous invite à être humble et ensuite, ben voilà, à reconnaître sur quoi vous êtes privilégié et sur quoi vous ne l'êtes pas. Merci.